Bonjour. Donc, c'est le troisième rendez-vous des rencontres danse. C'est une rencontre de tout ce qu'il peut y avoir comme chorégraphe sur Avignon, entre le in, le off, le en dehors du off, à l'extérieur du in, tout ce qu'il peut y avoir comme genre de danse. On se réunit à peu près tous les 2 jours. Et puis on parle des spectacles. Donc à la limite, on en parle entre nous. Mais si vous voulez en parler avec nous, il n'y a pas de problème. Vous nous indiquez, vous nous levez la main, on vous passe le micro, vous posez votre question, ça ira très simplement. Cette rencontre est organisée par Avignon Festival Off, les hivernales, Centre de développement chorégraphique d'Avignon, et avec l'amicale participation et complicité du festival, du IN, qui nous facilite un peu les choses. J'ai décidé de mettre chacune des rencontres sous le patronage d'un vin des Côtes-du-Rhône. Alors aujourd'hui, c'est le domaine Saint-Étienne. Et alors, vous m'accorderez que dans un festival comme celui-ci, s'appeler Les Molières, ça s'impose. Alors, c'est un Côtes-du-Rhône village, très sud, puisqu'il est plus bas qu'Avignon. Vous savez que les Côtes-du-Rhône, c'est une très très grande appellation, hein. Ça monte quasiment jusqu'à Lyon, et ça descend pratiquement jusqu'à la Méditerranée. Et puis, il est très sud et il est très occidental. Alors, oui, bon, on va faire tout de suite l'interruption de séance nécessaire, parce que bon, tu veux aller embrasser Amélie, Aïcha et Hafiz, allez-y aussi. Bon, allez-y, voilà, ça va être plus simple. Allez, allez, allez. Alors, chose un peu exceptionnelle, précieuse, importante, nous avons avec nous, vous voyez la jeune femme blonde là qui est nonchalamment appuyée sur son coude et qui, à l'air de rien, nous donne l'impression qu'elle ne nous a pas vus et fait semblant. Donc on va l'honorer comme il faut. Donc cette dame, c'est Dame Amélie Grand. Voilà, hop. Dame Amélie Grand, ben, pour la seule personne qui serait dans le public, Raphaël et Sylvain, ben, vous serez séparés, c'est très bien, ça circulera comme ça. Donc pour la seule personne peut-être qui dans le public pourrait l'ignorer, Amélie Grand a fondé il y a quelques décennies un truc qui s'appelait les semaines pour la danse, et puis qui au fil du temps est devenu les hivernales. Et c'est avec Amélie qu'il y a quelques années, on va dire ça comme ça, pudiquement, avec un monsieur très très bien, qui nous a quittés maintenant, qui était Alain Léonard. Et on a mis en place cette idée de permettre aux chorégraphes qui sont sur Avignon pendant le festival de se retrouver autour d'un mot d'ordre qu'avait inventé Amélie et qui était in-off, la danse fait l'alliance. Eh ben, on va essayer de faire l'alliance. Les 2 derniers arrivés, donc ça va me permettre de répéter. Chacune des rencontres est sous le patronage d'un peu de jus de raisin pourri, c'est-à-dire là, le domaine Saint-Étienne, cuvée Les Molières. Quand même, hein, faut ça. Nous sommes là. Alors, on va commencer par faire les présentations. On va commencer par les derniers arrivés. Selon le principe, les derniers seront les premiers, hein. Donc, Raphaël Delaunay. Non, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Donc, non, mais on s'en fiche complètement. Donc, Raphaël Delaunay et Sylvain Prudhomme
travaillent ensemble dans une pièce qui est issue du programme comment ça s'appelle, Concordance, c'est ça? Concordance, c'est la rencontre entre un écrivain et un danseur. C'est un festival qu'on est à sa 10e année et qui a lieu à Paris pendant l'hiver, alors limite de l'hiver, mois de mars, hiver-printemps. Et une fois par an, ils envoient un émissaire, enfin, donc forcément double, l'écrivain et le chorégraphe, présenter leur pièce. Donc c'est à la parenthèse, vous avez fait la première ce matin. Ça s'est bien passé? Faudrait donner un micro à Raphaël. Voilà. Ça s'est bien passé, la pièce, la création? Ouais, on a donné le coup d'envoi et on ne s'était pas vu depuis longtemps et c'était plutôt bien. Bon, et ça s'appelle? Ça s'appelle It's a Match. It's a Match. Parfait. Donc, deuxième pièce, Bintou. Bintou, la pièce s'appelle Strat Quartet, c'est ça? Oui. Bintou Dembélé? Dembélé, oui. Dembélé, pardon. Je suis dyslexique. C'est pas grave, hein, je confonds les B et les D. Au Golovine, à 10h45 tous les jours, pair. Attends, j'ai révisé, hein, impeccable. Hein, avec une chanteuse étonnante, bravo. Une danseuse de crump et un musicien qui fait à peu près ce qu'il veut de ses doigts. C'est assez extraordinaire. Donc vous êtes là jusqu'à la fin du festival. Jusqu'au 26. Jusqu'au 26, bon, c'est ça, hein, peu de choses près. On a Hafiz Daou. Hafiz Daou, c'est notre représentant de Tunis. Ils sont venus à deux, Hafiz Daou et Hicham Barek. C'est la compagnie Chata, qui donne une pièce qui s'appelle Narcos. Là encore, comme Raphaël, c'est à la parenthèse, c'est le matin. On en reparlera, c'est un trio dont il faudra dire 2-3 choses. Non, ne me regarde pas comme ça. Non, Emmanuel, tu veux bien? J'ai l'impression de me faire engueuler chaque fois que tu me regardes. Emmanuel Grivet, qui donne 2 pièces à 12h30 au Golovine. Duo 1, ce qui laisse entendre qu'il y en a 2, 3, 4, 27. Et Résonance avec S entre parenthèses. Tu vas nous expliquer hein, pourquoi ces subtilités. Donc, duo 1, comme son nom l'indique, est un duo. Et Résonance, comme son nom ne l'indique pas, est un solo que tu danses. Solo également, comment ça se prononce? Sauvange. Oui, je parle brésilien que sous la torture. Hein. Sauvin. Donc, Bernardo, c'est le plus brésilien des Belges ou le plus belge des Brésiliens. Je ne sais pas comment on doit dire. C'est joli, mon Dieu. Merci. Il nous raconte comment un petit gamin qui s'appelle Claudimir, Oui. et pas Claudio, il expliquera ça très bien, Oui. finit par se retrouver chorégraphe estampillé belge, en passant par Moudra et Momo les Belles Mirettes, dit Maurice Béjart. Voilà, vous verrez, c'est une belle histoire. Et puis, en fait, ce qui montre notre largeur de vue, bien que Samuel Mathieu soit un chorégraphe, il vient avec un duo, on peut dire de cirque. Comment tu le qualifierais? Dans ses sangles. Dans ses sangles? Oui. La sangle, c'est quand même un truc de cirque, non? Oui, mais il y a des sangles sur un plateau et il y a du mouvement. On est sur un travail de corps et on n'est pas sur un traitement de l'espace ni de la dramaturgie de façon circassienne, entre guillemets. Donc voilà. Ah bah, tu vois, il y aura des trucs à nous expliquer. Ouais. Donc c'est à l'île au Pio, c'est à 12h10 avec un plateau partagé. Voilà. Et donc, Hicham Barek, Hafiz Daou, vous avez l'autre partie de la compagnie Chata, et Sylvain Prudhomme, qui lui aussi, vous voyez qu'on est large d'esprit, est absolument danseur, mais quand il est derrière sa machine à écrire, ou son ordinateur à traitement de texte, qui est exactement la même chose, puisqu'il est écrivain. Voilà. Alors, à la vôtre, qu'est-ce que vous en pensez? Faut en reprendre, enfin. Faut en prendre. Il est bien, hein? Il est bien.
Alors, c'est assez étonnant. C'est un très vieux millésime, ce qui est assez rare pour un Côtes-du-Rhône. De village, comme ça, c'est pas un Côtes-du-Rhône village. Normalement, c'est des vins qui ne sont pas faits pour tenir beaucoup. Et là, c'est un 2010. Très concentré. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Emmanuel, donne-nous tes... Hein, pour un Côtes-du-Rhône, c'est pas mal, hein? Donne-nous un peu ton analyse. De quoi? Du vin? Faut parler du vin, bien sûr. Ben, effectivement, pour un Côtes-du-Rhône, il est bon. Je précise que je suis bordelais, donc j'ai un peu de mal avec... Voilà, on est dans les guerres de religion française. Voilà, mais je le trouve quand même très, très bien et consistant. Très souple. Très souple et consistant. Ce qui est assez absolument. étonnant pour un vin de cet âge. Tout à fait. Et alors, ce qui s'impose pour un vin dans une rencontre de chorégraphes, je trouve qu'il a du corps. Celle-là, Ce qui s'impose. Évidente. Hein, il est assez charnu. Et alors, si tu le fais, tu vois, Raphaël, quand on le fait tourner comme ça, tu vas voir, il laisse une petite trace. Non, la petite trace qu'il laisse, tu vas regarder, on appelle ça la jambe. Alors franchement, pour une ancienne de l'opéra, quand même, voilà, la jambe. Bien. On va commencer par le premier spectacle de la journée. Bintou. Coucou. C'est un spectacle qui est curieux parce que c'est assez étonnant pour une chorégraphe qui vient du monde hip-hop. On reparlera de cet aspect. Tu as fait vraiment partie de la première grande génération hip-hop. On avait Brahim Bouchlaghem avec nous lors de notre deuxième rencontre. Tu es un peu de la même génération que Brahim. Hein. Pourquoi tu invites à la fois une chanteuse? Il faudra me dire le parcours, parce que ça m'a vraiment scié. D'où tu viens et comment tu es arrivé à ce travail de vocaliste étonnant. Mais tu invites une chanteuse qui, honnêtement, à moins que je me trompe, mais il ne me semble pas que tu aies grand-chose à voir avec l'univers hip-hop. Le deuxième micro, il est là, parce qu'on va... Tiens, Afis, tu peux le donner? Oui et non. Parce que dans la façon dont tu chantes, c'est pas exactement hip-hop. Hein. Non, mais j'ai commencé en faisant des refrains pour des rappeurs, en écrivant moi-même des petits raps. Mes premiers textes étaient plus rappés que chantés. Donc il y a quand même ce lien demeure. C'est loin quand même, hein, parce que là, on est presque dans un travail de vocaliste entre le jazz, la musique contemporaine, par bien des côtés, d'autant que tu travailles avec des boîtes d'écho. C'est ça, un looper. C'est tout à fait spectaculaire. J'ai eu un apprentissage du jazz et donc de l'improvisation, et notamment des classes d'improvisation libre où on était débarrassé de l'harmonie et il fallait laisser suivre son instinct, son... Alors, voilà. Pour une chorégraphie hip-hop, excuse-moi, Bintou, mais c'est un peu décalé, non? Puis en plus, tu t'es mis avec une danseuse de crump. Alors d'abord, explique-nous ce que c'est que le crump. Parce que moi, j'ai revisé avant. J'ai l'air savant comme ça, mais c'est simplement parce que je bosse. Hein. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse le crump. Alors explique ce que c'est. Comment ça, vous ne connaissez pas le crump? Eh bien non, on est bête. Vous n'êtes pas à la mode. Non, t'as vu ma tête? T'as vu comment je suis? T'imagines que je puisse être à la mode? Alors le crump, c'est popularisé en France via le documentaire de David Lachapelle qui s'appelle Rise. Mm-hmm. C'est une danse qui est née fin des années 90, après les émeutes, à Élay, en fait. Et voilà, j'estime que c'est une danse qui prend le pas du hip-hop. C'est la même trajectoire, c'est la rue, c'est la rage, c'est un même contexte de tension. Et après, c'est un déplacement vers la scène. Eddie Malem a fait un spectacle avec des crumpers qu'il a nommé Éloge du puissant royaume. Éloge du puissant royaume. C'est la traduction à lui du mot crump. Donc voilà, vous en avez la traduction, en tout cas pour lui. Et oui, en fait, pour moi, j'ai trouvé intéressant de me relier à cette esthétique qui me touche énormément, qui me touche de la même manière que le hip-hop m'a touché à mes débuts. Et donc voilà, c'est une rencontre aussi d'une artiste, Nash, qui s'interroge en tout cas sur cette pratique-là et qui a envie de la singulariser avec son style à elle, son parcours, son histoire.
Et donc, oui, autour de moi, je me réunis de gens qui, voilà, ouais, qui ce sont avant tout des artistes avant d'être des gens qui ou pas sont du hip-hop. Je pense que je suis une grande curieuse de l'art et de la culture et que hip-hop ou pas, enfin voilà. Je suis effectivement une enfant du hip-hop, mais ça ne m'empêche pas d'être curieuse de ce qui se passe à côté. Ça se voit dans le spectacle, hein, dans Strat, on le sent très très bien. Mais quand même, il y a une réelle distance, parce que tu dis que tu es tout à fait intéressé par le crump. Moi, je veux bien te croire. Mais dans ta gestuelle et dans ce que tu fais, même vis-à-vis du hip-hop, tu as pris une très grande distance. On est assez loin de ça. Comme si tu t'étais un peu, stylistiquement, mis à l'écart pour pouvoir tenir un autre propos. Alors, d'abord, est-ce que c'est une sensation où je me gourre peut-être complètement? Et puis, si j'ai un tout petit peu raison, pourquoi tu as eu besoin de cette prise de distance? Qu'est-ce que tu as voulu chercher en t'éloignant un tout petit peu des bases stylistiques hip-hop? Je pense que j'ai juste envie de continuer à attiser ma curiosité. J'interroge le fait d'être sur scène constamment et qu'effectivement, j'ai le regard braqué sur d'autres choses aujourd'hui. Effectivement, ça fait 31 ans que je fais du hip-hop. J'ai commencé à 10 ans. Bon, à un moment donné, voilà, j'ai eu envie de garder cette notion de rite. J'ai grandi avec un hip-hop, on avait un DJ, on avait des rappeurs, on avait des graffeurs. Là, j'ai un autre crew, une autre famille, et qui effectivement, j'ai plus mon DJ, j'ai un multi-instrumentiste, j'ai pas un rappeur, j'ai une chanteuse. Voilà, j'ai une manière détournée. En fait, je détourne le hip-hop aussi. Et pourquoi il y a besoin de détourner le hip-hop? Je trouve ça intéressant, quoi. Je me suis déplacée moi-même et dans ma manière de penser le rapport à ma danse, le rapport à la scène, le rapport au public. J'ai eu effectivement envie de revenir au cercle, à l'improvisation. Et j'ai eu besoin aussi d'essayer de creuser ce qui étaient les origines du hip-hop. Et là, en l'occurrence, on a du commun avec tous, quoi. Charles et Charlène ont fait la même école de jazz. Voilà, c'est des gens qui ont eu envie aussi de déconstruire cette approche qu'ils ont. Et on a de ça en commun. On a envie de détourner, on a envie d'interroger ce qui nous a nourris et animés, en fait. Yann, tu viens de dire quelque chose qui me... Il y a quelques années, il y a même pas mal d'années, il y avait eu une série d'articles dans une revue qui disait le hip-hop et la poursuite du jazz par d'autres moyens. Ça avait fait un scandale. Comment ça? Vous rapprochez le hip-hop du jazz? Ça n'a rien à voir. C'est totalement autre... Tu viens de me dire que ça a à voir. Quelle est la liaison alors entre le jazz et le hip-hop? Moi, personnellement, je suis dans... Charlène, tu peux préparer la réponse aussi parce que je vais te poser exactement la même question. Moi, je m'inscrirais beaucoup plus dans cette trajectoire-là. Ouais. Je trouverais beaucoup plus du commun que ce qu'on essaie d'étiqueter au hip-hop aujourd'hui en disant qu'il se veut être contemporain. Oui, effectivement, c'est une danse actuelle, c'est une culture actuelle, mais il y a une esthétique qui, moi, me touche beaucoup plus dans ce jazz, ce blues, cette soul qui émerge de contextes de tensions culturelles, économiques, politiques, qui part du bas. Et à laquelle je m'inscris concrètement et qui me semble beaucoup plus en relation avec ce que je fais, en fait. Mais alors pourquoi tu fais ce travail, mais en demandant à une danseuse, c'est rien du tout, c'est pas contre vous, Nach, hein, je vous promets, tu demandes de la participation d'une danseuse de crump, pourquoi tu n'as pas demandé à une danseuse ou un danseur qui vient de la danse jazz? Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord la rencontre d'artistes. Hein. Ah, c'est un coup de peau, quoi. Ouais, c'est un coup de cœur. C'est la recherche du sensible, du sens, mais aussi du sensible. Et qu'en l'occurrence, on s'est rencontrés à un moment où, effectivement, on s'est interrogé sur des choses qui étaient... comment on a été traversé aussi par le collectif. Les crumpers ont des fames, nous, on a des crews, pour parler de la famille. Et voilà, on a eu envie de témoigner de nos rapports au collectif en tant que femmes, issues d'eux, j'ai presque envie de dire. Et il y a des points communs, même si on n'est pas de la même génération, en fait. D'accord. Alors, Charlène, la question
jazz, hip-hop. C'est quoi le rapport quand on est chanteuse? Moi, je connais très mal le hip-hop parce que j'ai pas forcément baigné dans cette culture-là. Donc je découvre beaucoup, et encore dire je découvre le hip-hop, je découvre la danse beaucoup à partir de ce spectacle. Et je dirais que de ce que je semble voir, c'est que dans le jazz comme dans le hip-hop, on a un cadre. Et à partir de ce cadre, il y a des mouvements, il y a... oui, c'est ça, on travaille le sol, le haut, le ceci, le cela. Et dans le jazz, c'est pareil. C'est qu'on apprend un cadre précis. Là, tu nous parles vraiment de la dimension danse. Mais alors, effectivement, j'ai fait une erreur. J'aurais dû dire rap. Ah. Je suis d'accord avec toi. Mais reprenons. On fait stop, forward, play. Okay. Donc, la relation entre le rap et le jazz, pour une chanteuse, comment ça se construit? Honnêtement, j'ai pas de réponse. C'est entre le rap et le jazz, c'est la musique, quoi. C'est la musicalité, c'est l'envie de s'exprimer, c'est d'avoir des choses à dire. D'accord, mais ça pourrait être aussi un lead de Schubert. Oui, mais les rappeurs, par exemple, ont des contests où il faut improviser. C'est ce qui vient tout de suite, c'est dans le flow. Et le jazz a ça aussi, quoi. C'est avant tout une musique d'improvisation, donc d'aller chercher en soi, d'aller chercher dans ce qui nous entoure, d'arriver à donner quelque chose d'immédiat, d'instinctif. Et je crois même que dans un texte écrit, quand on le dit, selon la musique qu'on prend, on veut garder ce quelque chose d'instinctif, quoi. Donc, je dirais que c'est... Dans le travail que tu fais pour Bintou, il y a une dimension de recherche sur la texture du son. Où il y a vraiment, tu modules, tu réenregistres, tu chantes sur ta propre voix, avec une épaisseur du son qui est très sophistiquée. Je trouve pas que ce soit... Je trouve pas les références dans le monde du rap, et même dans le monde du jazz, ça me déconcerte un peu, j'irais presque vers la musique contemporaine. Ça me va. Alors, ce que je trouverais de commun, c'est le fait de lâcher prise avec le beau. C'est de lâcher prise avec voilà, quelque chose qui serait de la tenue, en fait. Il y a à un moment donné un espace d'improvisation et de jeu m'en foutiste pour se réinventer qui est excellent, quoi. Et du coup, je me suis permis cette liberté-là, et avec Charlène, ouais, effectivement, et j'ai eu envie d'aller vers tout ce qui était les boucles, la répétition dans les sons, dans la musique, et là, en fait, ce qui est aussi qui va à l'encontre du hip-hop, c'est les corps qui créent la musique. Oui, il y a un travail de percussion. Vous avez sonorisé le plancher ? Alors, on a tout un dispositif qui est piloté par un logiciel qui s'appelle Live. Charlène a un ordinateur à côté d'elle. Et donc, voilà, effectivement, il y a aussi un micro au grill qui permet à Nash de faire sa partition, en fait. Et cette partition-là est prise en compte par Charles, qui est à côté, qui vient avec ses pédales bouclées, loupées. Loupé, ça ne veut pas dire qu'il les rate. Hein. Je précise pour les imbéciles comme moi, parce que j'ai vérifié, j'ai lu dans les documents. Louper, ça veut dire faire une boucle. C'est ça. It's a loop. Oui, moi aussi. Oui, tu rigoles, mais moi au début, j'ai dit pourquoi il dit louper ? Est-ce qu'elle a loupé là ? Oui, bon, en fait, c'est tout un. J'ai eu envie d'avoir un autre rapport à la musique, ouais. Et qu'effectivement, en hip-hop, on est assez esclave du son. Et que là, l'idée, c'était vraiment de se dire que la musicalité, elle vient d'abord des corps et elle vient orchestrer l'ensemble. Et là, c'est Charlène qui vient s'installer aussi, c'est Charles à la guitare qui vient aussi. Donc voilà, je me sens beaucoup plus chef d'orchestre. Et voilà, j'interroge aussi du coup le fait de renouveler cette notion du collectif. Hein, je parlais de ça plutôt que compagnie. J'interroge aussi. Voilà la manière de créer du lien entre d'autres esthétiques. Là où effectivement pendant très longtemps j'étais que avec des danseurs hip-hop ou alors que avec des danseurs. Là j'ai envie de retrouver une notion qui m'était chère, qui était d'en prendre plein l'essence en fait. D'accord. Alors musicalité des corps. Dans Narcos, la musicalité, on pourrait dire qu'il manque pas d'air, mais ce serait un mauvais jeu de mots. On a l'impression quand même qu'ils sont en phase d'asphyxie vos danseurs. Hein, Fiz ? Non. non, les danseurs, même si ça s'appelle Narcose et qu'ils cherchent de l'air,
D'ailleurs, avec Aïcha, on a conditionné des corps. Ces corps-là pour effectivement se réapproprier la respiration comme un élément qui pourrait déclencher un état de corps. La narcose peut être provoquée par plusieurs éléments, notamment chez les plongeurs qui descendent en eau profonde. Et par manque d'oxygène, le cerveau commence à produire des images. Et cette hallucination-là qui tend le temps, qui arrive à produire des images que pour le cerveau, c'est des images réelles. Donc pour les danseurs, je ne pense pas qu'ils sont en asphyxie, bien au contraire. C'est-à-dire ils sont dans la nécessité de respirer et ils créent ce corps en apnée qui devient comme un roc, comme un corps... en même temps, ils sont très fluides. Assez fort et très fragile. C'est très fluide, leur mouvement. Très fragile. Que ce soit Johanna, par exemple, c'est un cas typique. C'est extrêmement fluide, son mouvement. Johanna, puis Stéphanie, Grégory. Aussi, oui. Donc, ils sont 3 sur scène. Moi, je dirais que c'est vraiment d'aller en narcose qui crée un rythme, une durée. C'est dans la durée qu'ils ont créé un rythme d'état de corps. C'est très fluide. Oui. Le temps, on le voit passer, on le voit sur leur corps, vraiment s'installer, vraiment se lâcher prise. Se lâcher prise d'être beau, mais ils arrivent à une certaine fluidité qui crée une certaine harmonie, mais qui devrait être le moins technique. Parce que justement, c'est des danseurs magnifiques. Et justement, nous, avec Rafiz, on aime bien la performance, mais dans Narcos, c'est pas l'essentiel. Non. L'essentiel, c'est vraiment de donner de soi et de s'éloigner de cette beauté, mais de l'atteindre d'une autre manière. Alors, il y a un élément qui me semble important à souligner et pour lequel qu'on ne souligne pas suffisamment souvent, je trouve, dans le travail, c'est une étape de travail. Et on a l'impression, quand on regarde votre travail, que c'est comme avoir accès au carnet de croquis d'un peintre. Voilà, la recherche, tiens, ça c'est pas mal, ça j'ai trouvé. Et puis, le tableau est à venir. On a le carnet de travail, et puis, alors, ce travail, c'est vrai que dans le jargon, on a tendance à appeler ça du matériau, de la matière. Oui, j'ai trouvé pas mal de matière pour cette pièce. On dit, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme matière ? C'est ça. Alors, cette matière, vous avez une petite idée de la façon dont vous allez l'utiliser ? Oui. C'est-à-dire ? Mais on ne le dira pas. Oh bon non, écoute. Non, parce qu'effectivement, c'était une longue discussion avec le Théâtre Louis-Aragon qui nous invite, que c'est eux qui nous proposent ça. Et c'était d'être juste par rapport à notre temps. Je trouve que souvent, les artistes, nous en tout cas en particulier, on n'est pas des gens qui produisons une pièce chaque année. On veut prendre le temps d'être dans notre temps et de ne pas courir derrière une nécessité différente. C'est-à-dire qu'il est une nécessité... Cette pièce, en tout cas cette proposition a été... on a voulu aussi nous protéger de beaucoup de choses qui pourraient changer le temps de la pièce. Il y a quelque chose qu'on partage avec les danseurs, qu'on a mis en place, un état d'esprit, un état d'avancement, et qu'on on joue le jeu, on le met à découvrir aux gens qui ne se doutent pas qu'il y a une étape avant la finalisation d'une pièce. C'est pour ça qu'aussi, quand on joue en plein air, c'est super bien, parce que on enlève une ligne dramatique différente qui arrive bien après. Cette bande-son, c'est une proposition, une résonance des corps. Mais c'est vrai que quand les retours, on en a besoin, des retours constructifs sur cette étape-là, même si nous, on sait où on veut aller, mais on ne veut pas non plus
se priver de ce temps de recherche qui Tu aujourd'hui s'appauvrit de plus en plus pour les artistes. Ouais, et du coup, ça a forcément rien à voir, mais ça m'a fait penser au bateau ivre. Au bateau ivre. Oui, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Et à la fin, tu sais, dans le bateau ivre, il raconte qu'il est en train de couler et que les corps sont en train de descendre dans la mer. Il parle des profondeurs glauques. Un glauque, c'est la couleur verte de l'eau. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ces noyés qui tombent au fond des mers du bateau ivre. Je me fais mon sketch. Hein. Non, pas du tout. Il y a l'espace. C'est une citation qui pourrait vraiment qui pourrait donner un des sens à cette étape de travail. Et il y a l'espace au public aussi pour aujourd'hui partager ces temps-là. C'est rare. C'est rare aujourd'hui de partager un croquis. Je trouve que c'est... Et on se doit aussi d'être dans cette liberté-là de le faire parce que la productivité, produire quelque chose, ça écrase le temps. Et nous, dans cette pièce-là, le temps, il est nécessaire. Et effectivement, l'actualité de la Méditerranée aujourd'hui, on n'est pas indifférent à ça. Il n'y a pas de... Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas noté, Hafiz et Aïcha sont tous les deux tunisiens. Donc, évidemment, la question du Tunisien ou pas, on est très sensible aussi à cette Méditerranée qui change de rôle, à cette migration, ce fluide, ce flux de gens qui se noient à l'intérieur. Comment pouvons-nous être insensibles et différents à ça, nous qui passons d'un continent à l'autre d'une très grande simplicité? Effectivement, ne pas aussi prendre en otage le public de ça, mais notre interprétation reste poétique, c'est-à-dire on cherche un état de corps. Dans cet état de corps de cette narcose-là, qui arrive à préparer des corps à être actifs et en même temps savoir ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on découvre. C'est à peu près... Tu mesures que tu viens de nous donner quand même pas mal d'éléments de travail pour la prochaine pièce. Hein. En douce, là. Il a bien dit qu'on savait un tout petit peu où est-ce il vient de nous le dire. Non, on sait ce qu'on laisse derrière nous, cette étape de travail. Et voilà, on est en train de découvrir... avec les danseurs un tout petit peu où est-ce qu'on voudrait aller. Pour des gens qui connaissent à peu près, qui nous ont vus progresser depuis de longues années sur le parcours, on sait très bien qu'on n'est pas insensible à ce genre. On a la chance de prendre la scène, on a la chance d'être dans notre rôle, de parler au public et d'être aussi en phase avec ce qui se passe. On a du mal à s'en détacher, même si ça nous rattrape. Mais par contre, ce qui est très différent sur cette pièce, c'est que on sort avec Aïcha de tout un cycle d'une danse qui a été construite sur l'écoute, sur l'état de corps. Et cette fois, depuis Sacré Printemps, la dernière pièce qu'on a faite, on rentre dans les écritures et on pense que dans le temps dans lequel on est en train d'écrire en ce moment, l'écriture est nécessaire à être identifiable, à être ciselée, à être précise et d'amener les corps de nos amis artistes qui on partage le travail depuis déjà 16 ans. C'est pas rien. Ce travail-là, il est porté par chacun d'eux à chacun à son endroit. Et c'est vrai qu'on essaye de préserver cette relation qui est très précieuse. À nos yeux. Merci. C'est bien. Bon, on va voir. La prochaine étape, la création, ce sera quand? Hein? Au mois de décembre, janvier 2017. À Annecy? À banlieue scène nationale d'Annecy. Raphaël, tu connaissais pas du tout
Sylvain, avant de le rencontrer, il me semble que c'est la règle du jeu dans Concordance. Alors, il faut que je te dise ici que dès que tu nous auras accordé la parole, Sylvain et moi, on doit s'éclipser parce qu'on a un rendez-vous. Oh ben alors, fallait me le dire plus tôt. Comme ça, je vous aurais fait passer tout de suite. Non, mais ça va. Il n'y a aucun souci, ma grande. Vas-y, raconte-nous. C'est Jean-François Munier de Concordance qui nous a réunis. Il nous a quand même laissé une petite palette de choix. Oui ou non? Entre deux, je sais que moi j'ai eu un panel de choix assez réduit. Hein. On m'a proposé 2-3 écrivains et j'ai choisi le plus mignon. Hein, c'est un super bon argument. Ouais. J'ai pas lu ses bouquins, mais il m'a semblé que c'était un... Ah oui, aux photos, il était superbe. Moi c'est absolument T'as vu, pareil. Sylvain, ce que c'est que de passer un casting? mais ça a été réciproque. Ça s'est passé comme ça pour moi aussi. En plus, je pouvais voir des vidéos. Il n'y a pas tellement de vidéos d'écrivains. On peut lire les bouquins, mais alors que... Ou alors c'est Michel Houellebecq. On peut regarder. Comment? Ou alors c'est Michel Houellebecq. Elle n'a pas choisi Michel Houellebecq. Sans blague. Et donc après, ça s'est... je dirais jusqu'à la réalisation de cette proposition, ça a été ponctué de rendez-vous assez courts. Hein, on n'a pas répété beaucoup. En revanche, on a été sollicité pour participer à un dispositif qui s'appelle In Situ, qui nous a mis en situation, d'efficacité auprès de collégiens, auprès de qui on devait mener des ateliers danse-écriture. Donc ça nous a permis d'éprouver nos pratiques respectives, non pas chacun dans son camp, mais un petit peu dans un échange et dans une perspective d'échange en tout cas, et voire d'hybridation. Et donc It's a Match, c'est aussi un peu la résultante de ça. De l'urgence. Oui, non, mais aussi de ce qu'on a pu éprouver avec les collégiens, savoir comment relier la danse et l'écriture, et puis de façon pas trop scolaire. Alors, je dirais que pour toi, te coltiner avec l'écriture, c'est complexe, mais pour Sylvain, se coltiner avec le plateau, parce que l'une des particularités fortes de Concordance, c'est qu'il faut que l'écrivain soit au plateau. Et là, il y a challenge. It's a match. Il y a challenge, je confirme. Et en plus, il y avait d'autant plus challenge qu'assez vite, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas qu'il y ait un texte trop écrit, qui serait figé, qui comment dire, donnerait un peu une espèce de structure à la pièce. On n'a pas du tout procédé comme ça. On rebattait sans cesse les cartes. Et même petit à petit, il n'y a plus de texte écrit. Il n'y a pas vraiment de texte écrit. Donc on a l'un et l'autre des trames. Les écrivains, c'est des sacrés feignants. Hein. Dès qu'ils peuvent arrêter de bosser. Non, parce que je pense justement que ça demande énormément de courage de la part de Sylvain d'accepter de ne pas anticiper l'histoire et que l'histoire s'écrive au moment du... Donc on peut juste saluer son courage et sa bravoure. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un feignant, je le signale. Non, je crois pas. Non, ça demande 2 fois plus de travail au final. En tout cas, il y a quelque chose effectivement de la découverte que tout se passe au présent, quoi, avec le plateau. Et d'habitude, nous, quand on écrit un texte, on peut le réfléchir longtemps, on peut le retoucher avant de le donner à voir. Là, la temporalité coïncide, et donc c'est vrai que oui, il y a cette chose de la scène qui était toute nouvelle pour moi, et Raphaël était assez merveilleuse parce que, enfin, je veux dire, tout simplement, tout simplement merveilleuse, très effrayante parce qu'elle voulait qu'on aille là-dedans jusqu'au bout, c'est-à-dire que elle a jamais voulu qu'on écrive dans le détail toute la pièce. Elle a passé son temps à te mettre en danger, quoi. Voilà, elle voulait qu'il y ait danger maximum tout le temps, et moi je suis d'accord avec ça en théorie. Je trouve que c'est ouais, comme mais en ça pratique, hein. Mais voilà, après quand il faut y aller, c'est une autre affaire. Mais je lui suis reconnaissant d'avoir maintenu cette. Donc Alors, question de base, quand même, un écrivain, ça corrige. Comment tu corriges dans ces cas-là? C'est passé, c'est trop tard. On peut en parler après. Mais moi, je sais que souvent, j'avais envie de discuter pendant qu'on était en train de faire, de dire là, ça c'était bien ce qu'on a fait, ou ça n'allait pas. Et Raphaël me disait, mais tais-toi, on continue en avant. En fait, corriger pour Sylvain, tel que moi j'ai vécu, ça s'apparente toujours à porter un regard, à commenter l'action. Voilà.
ce à quoi je suis formellement opposée dans l'action de la danse, parce qu'il faut que l'action évolue, et si on se met toujours à distance pour commenter ou corriger ce qui est en train de se passer, alors l'instant d'après n'a pas la chance d'advenir, quoi. Donc c'était un peu ça l'écueil entre nous. Et alors, d'une représentation à l'autre, vous arrivez à avoir une sorte de continuité ou de... C'est la même pièce ou c'est vraiment... Oui, c'est la même pièce. Après, il y a... Ah oui, donc en fait, en réalité, il commence à être bon, là, le genou, là, l'étudiant, là. Il est merveilleux. Ah! T'es un bon prof, quoi. Non, pas du tout. Je ne m'inscris pas du tout dans cette chose-là. Non, en revanche, oui, donc le spectacle varie d'une représentation à l'autre, même s'il reste, il y a une structure, une construction qui reste identique. Après, c'est plus à l'intérieur de ça qu'on s'autorise des libertés pour avoir des saillies qui soient toujours, qui viennent surprendre l'autre, en fait. Oui, on cherche à surprendre. Un peu comme, en fait, on essaye d'éprouver tout le spectre de la relation. Pas seulement amoureuse, juste de la relation, le fait d'être deux, c'est quoi? C'est ce que tu dis, c'est quoi être deux, en fait? Donc c'est aussi ça peut être dans un couple amoureux, c'est aussi dans un couple de travail, ça vous devez le savoir, c'est quoi être deux, quoi? Est-ce que c'est encore possible et qu'est-ce que ça met en jeu? Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des danseurs quand on n'est pas du tout de ce monde-là? Là, il y a eu un... Ça fait plein de choses, mais il y a vraiment dans la découverte, c'est très banal à dire, mais de tout un continent, quoi, quelque chose qu'on met très peu qu'on interroge très peu dans la pratique de l'écriture, évidemment. Enfin, c'est vraiment une terra incognita des intellectuels français, le monde de la danse. Il suffit de regarder le peu de nombre de livres qui paraissent sur ce domaine. Alors, la danse et puis notre propre corps, on connaît, enfin, on fait des choses avec notre corps quand même aussi. Je veux dire, faut pas déconner. Mais donc on n'est pas dans une. Oui, lever le coude, par exemple. On n'est pas dans une surdité totale à notre corps. Mais là, tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a plein de sensations qui s'ouvrent. Et je sais pas, même une façon de le pousser un peu jusqu'à une fatigue ou à des positions qu'on n'a pas l'habitude d'explorer d'habitude. Et ça, c'est très... oui, il y a, je sais pas comment dire, Raphaël dit tout le temps, mais descends dans ton corps. Et c'est vrai que moi, petit à petit, j'ai eu l'impression de ça, de l'écouter davantage, même des fois dans la vie de tous les jours, d'être sensible tout d'un coup à des positions de mon bras, je sais pas, de me dire ah là, ouais, alors il y a ils rigolent tous. Ils rigolent parce que Hafiz et Aïcha ont vu ce matin. Il y a un moment où il y a les supinations, pronations. Ça, j'ai appris, mais alors supination, pronation, ça va. Ouais, c'est un grand. Supination, pronation, c'est le grand truc de l'analyse du mouvement, c'est vraiment... Et donc ça maintenant, c'est bon. Mais du coup, des fois, je me dis, ah là, cette personne... Je supine. Et cette personne, quelle belle supination. Quelle belle supination de quelqu'un. Ah non, quelle belle pronation. Ouais, la pronation, c'est pas mal aussi. Mais je crois que la supination me touche encore plus. Il y a un truc de l'ouverture comme ça, mais donc voilà. Mais c'est plein de... Ouais, on voit tout d'un coup des choses où on sent des choses qu'on sentait pas. Et ça, c'est un grand enrichissement quand même. Ouais. Et toi, tu as l'impression que les écrivains sont un peu moins tartes que ce que tu pensais, ou t'es conforté dans la supériorité du danseur? Moi, j'ai pas... J'ai pas appréhendé Sylvain comme un écrivain. Ah, pas du tout? Non, je me suis dit que la rencontre, elle se ferait ailleurs, à un endroit de l'intimité, de nos... Ouais, ouais, enfin, il y a quand même une nuance, excuse-moi, mais Concordance, à la fin, tous les 2 ans à peu près, Jean-François Munier publie un bouquin. Ouais. Dans le bouquin, Sylvain, tu vas produire un texte. Il y aura donc une production écrite qui va rester. Tu m'as pas laissé répondre, hein, parce que tu m'as dit, est-ce que tu pensais que les écrivains étaient tartignoles?
J'en suis un peu un, tu sais. Non, je pense pas qu'il soit Tartignol. Après, la supériorité des danseurs, ça c'est évident. C'est indéniable, hein, on est d'accord. On est d'accord. Bon, n'empêche que le texte, vous allez faire comment? Eh ben, le texte, je pense, en fait, c'est vrai qu'on va essayer de mettre, on se demande un peu, mais on va mettre par écrit quelque chose qui... On va l'écrire ensemble. On va l'écrire vraiment ensemble, ça c'est sûr. On l'a fait ensemble depuis le début. Le texte. La revanche de l'écrivain, là. Je sens le retour. Oui, c'est possiblement, ouais. C'est pas possible. Si revanche il y a, oui. Bon, si vous voulez partir, les enfants, c'est quand vous voulez. Bah, si tu n'as plus de questions à nous poser. Bah, tu sais, j'aurai des questions à vous poser, mais jusqu'à demain soir. Hein. D'accord. Donc, il ne faut pas vous mettre en difficulté. Vous pouvez rester, partez maintenant quand vous voulez, et reprenez la parole sans problème. Mais maintenant, quand vous voulez. Eh ben, merci. Donc, vous, c'est 10h, mais vous passez vers 10h30, vous. Aïcha et Hafiz, première proposition, deuxième proposition à Maladiana. Et vous, donc, donc ça fait presque 11h, vous. Voilà, ouais. D'accord. Et ça démarre à 10h. Donc, midi. Donc, midi, c'est Claudio. Donc, ben oui, mais on vient d'en parler, du calme. Essaye pas de te défiler, tu veux? Salut, Raphaël. Sylvain, au revoir. C'est une pièce qui est un petit peu, qui a déjà tourné pas mal, qui a été créée en 2013 de mémoire. 2014. 2014 ? Oui. C'était pour la Biennale de Charleroi ? Oui. Pourquoi tu as eu besoin ou envie de revenir sur ton parcours? Pourquoi c'était important pour toi? Mais je sais pas, j'ai pensé aussi à des peintres qui font d'autoportraits comme ça. Je pensais à Rembrandt qui n'avait aucune... qui ne se retenait pas de faire de peinture de lui sur sa jeunesse et sur sa vieillesse et avec humour aussi, distanciation de sa personne. Et cette histoire d'autoportrait comme ça, je me suis dit, la compagnie fêtait ses 20 ans et je me suis dit, ça serait bien que je revisite un peu tous ces solos qui étaient depuis 1990 jusqu'à maintenant, et qui étaient toujours ponctués avant les pièces de groupe, qui ponctuaient les pièces de groupe. Parce que je me prenais un peu comme Kobe pour essayer sur moi, sur mon corps et sur mon émotion, ma psychologie, tout ce que je devrais par la suite essayer de donner aux danseurs, le faire... cheminer vers cette voie, comme ça, une sorte de précipice dans lequel je pourrais dire, vous pouvez sauter parce que j'ai déjà sauté et je suis en bas pour vous accueillir. Et alors d'un coup, je me suis dit, c'était une façon de faire une sorte de fil rouge, comme ça, relier tous ces solos pour raconter un peu un parcours. Et voilà, avec un peu de distanciation avec ça, et que j'ai trouvé aussi qu'il y avait plein de lettres, et c'était très épistolaire. Et ces lettres de Kafka, de Pasolini, de Guilheraj, de Hilke m'ont aidé à rassembler tous ces extraits comme ça et de composer la pièce. Alors, comme tu le présentes comme ça a l'air très réfléchi, presque conceptualisé. C'est pas du tout la sensation que j'ai eue en voyant la pièce. Je l'ai vue dans deux formes différentes. Et à chaque fois, j'ai été touché par l'extrême tendresse et un peu la nostalgie. Comme s'il y avait saudade, comme on dit au Cap-Vert. Oh, saudade. C'est mieux en brésilien. Hein. Il faut faire la différence entre saudade dans la nostalgie lusitaine du Portugal et saudade au Brésil. Et c'est deux points complètement différents dans ce sens que nous, on a le plaisir d'en éprouver cette sensation de ce qui était passé. Et la manque nous nourrit quelque part. Et que je trouve que c'est un aspect extrêmement féminin d'ailleurs. C'est cet amour adressé à une sorte d'absence dans lequel tu te deviens créatif. Frida Kahlo, par exemple, une grande partie de son œuvre est écrite dans l'absence de Diego Rivera. Les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, c'est la même chose. C'est quand Jésus n'était pas là. Alors pour la petite histoire, Claudio a fait des pièces sur Sainte Thérèse d'Avila et sur Frida Kahlo. Oui, donc voilà, c'est une sorte de se revisiter dans
dans un bien-être plutôt que vraiment une nostalgie, que ce soit lourd, et que ce soit le fado. Le fado, par exemple, c'est la fatalité quelque part qui est un peu lusitaine et du Portugal et qui est un peu inscrit dans la culture européenne. Au Brésil, la nostalgie, soit disons la saudade, est un sentiment qu'on éprouve avec beaucoup de plaisir. Bon, Prends un micro. C'est parce que... Vas-y, pose la question dans le micro. Parce que comme c'est enregistré, c'est parfait. Vas-y, excuse-moi. Parce que tu compares avec le Brésil, mais l'autre versant, moi, je ne le connais pas. C'est quoi culturellement chez les Portugais, c'est quoi? C'est le Portugais, il y a cette sorte il y a une sorte de tragédie, de points ancrés dans une détresse profonde. Et par exemple, quand on lit Fernando Pessoa, qui est un grand écrivain portugais, on peut ressentir cet aspect. Par exemple, le livre dans la tranquillité, c'est une drogue terrible parce que quand on lit ça, c'est vraiment, ça t'amène vers une sorte de profondeur profonde sur ça. Alors que quand on écoute, par exemple, Antonio Carlos Jobim, qui en chantant la bossa nova, qui est une traduction de Debussy, parce que c'est un étirement de notes en samba, d'un coup, la saudade n'est plus la même chose. Si on entend Amália Rodrigues et si on écoute Antonio Carlos Jobim, on va voir justement cette parenthèse. Elle va dire le peuple qui nettoie dans les rivières la matière de bois qui va faire mon cercueil. Alors que Antonio Carlos Jobim me dit se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim. Et d'un coup, la tonalité excellent est différente. solo qu'avait fait Claudio, consacré à Carlos Jobim. Non, mais je suis obligé de redonner son cursus, parce qu'autrement, on le retrouve évidemment dans sa pièce. Il revisite tous ces trucs-là. Donc là, il est en train de vous faire, en version assise, l'intégralité de la pièce qu'il nous fait sur le plateau. Mais c'est bien continu, c'est parfait. De toute façon, je te signale, il n'y a pas de cachet à la fin, là. Tu fais le spectacle, mais tout seul. C'est gratuit. C'est une commande, cette pièce, ou c'est quelque chose que tu as été proposé à la... Mais moi, je me commande, moi, souvent, les choses, quand je trouve qu'elles sont nécessaires, vraiment. Et je m'inflige cette commande en moi. Non, mais je ne subis jamais de commande, en fait. Je propose. Si on me dit, écoute, on pourrait faire quelque chose pour Europa aller au Brésil, alors, mais j'aimerais bien que toi, tu travailles avec les danseurs brésiliens. Et moi, je viens avec une idée d'une compagnie que j'adore à Salvador Bahia, que c'est le ballet de théâtre Castro Alves. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire La Tempête de Shakespeare, inspiré sur le début de la colonisation au Brésil, justement. Mais ils sont 25 danseurs, donc d'un coup, la commande n'est plus une commande un peu qui devient une contrainte. Mais ça fascine, et on sait combien c'est difficile aujourd'hui pour faire les productions. En même temps, c'est génial. Mais pourtant, on a aussi cet aspect des programmateurs et des gens qui, quand on le met face à un projet qui est démesuré, ils ont une sorte de fascination comme ça aussi, parce qu'ils disent « Oh merde, je ne pourrais pas le faire ». Et d'un coup, ils sont dans une démarche aussi d'essayer de pouvoir le faire. Et on sait que c'est rare aujourd'hui que quand on s'implique dans un projet, on puisse en avoir sur un plateau plus de 9 danseurs. C'est toujours une contrainte aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu parlais de Momo, de Maurice Béja, et que Maurice, par exemple, j'étais à son école et que c'est lui qui m'a tendu la main comme ça et qui m'a aidé un peu au début de ma carrière. Et je voyais Maurice travailler avec 60 personnes. Mais il m'a demandé, reste à côté de moi. Il ne m'a pas vraiment fait danser dans la compagnie. Je reste à côté de moi et tu me regardes travailler. Il voudrait que j'apprenne à travailler avec un nombre de gens, comment il faisait, il gérait ça. C'était énorme. Je n'ai pas gardé son esthétique, mais ces rapports de cette antenne parabolique comme ça, cette colonne vertébrale toute droite comme ça, ce regard vraiment qui ne perdait pas à aucun moment rien dans l'espace des 60 corps, avec un respect pour chacun. Et quand il y avait quelque chose de vraiment très intime qu'il voudrait dire à un danseur, et que ce soit un danseur qu'il respecte énormément, sa sensibilité, il sortait de son siège, il allait glisser ça dans l'oreille. Est-ce que le monde a besoin de chorégraphes? Ça, c'est la phrase de Maurice quand il m'a dit ça. Mais raconte, vas-y, puis tu donneras ta réponse aussi. Tu veux que je raconte? Oui. D'accord. Oui.
Mais j'étais à l'école de Moudra, de Maurice Béjart. Et d'un coup, j'étais très nostalgique du Brésil et je voyais que tout ce que j'avais lu dans le livre Un instant dans la vie de l'autre de Maurice était quelque chose un peu révolu, dans l'école aussi, quelque part. Et donc, j'ai décidé moi-même de commencer à en faire quelque chose qui me manquait. Non? Et donc, j'ai demandé à mes collègues de l'école de rester avec moi après les cours, qui c'était de 9h du matin jusqu'à 18h. Et ils restaient avec moi. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler. Mais on était très fatigués le matin pour les cours de classique de Jan Noit. Et on était moins fatigués. Et alors, donc, à un moment donné, la direction est venue. Claudio, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec les élèves? Et parce qu'on restait de 18h jusqu'à 21h, on continuait à travailler. Est-ce qu'on peut voir? Je dis oui, vous pouvez voir. Alors, la direction est venue, Jan Noit et Flora Kochman, et ils ont amené Maurice Béjart avec. Et je ne m'attendais pas. Donc, on était tous nerveux. On était là, 7 danseurs comme ça de l'école, en train de trembler comme ça sous ces gens pour faire une pièce de 12 minutes. Et vous imaginez qu'est-ce que c'est qu'on en fait une première pièce, non? Quand on le présente. Oh, oui, quoi que ce soit, qu'on a écrit ou qu'on nous montre une peinture qu'on a créée. Mais quand il est rentré, il se met assis et en musique et tout ça, on commence. Et à la fin, il y a ce silence, et je me rapproche de lui, et il met la main sur ma tête comme ça et dit « Le monde a besoin de chorégraphes ». Alors, oui ou non? Alors moi, je n'étais pas prêt, je ne suis pas prêt toujours, mais je pense que le monde a besoin de chorégraphes, le monde a besoin des artistes, le monde a besoin de traduction, de choses, des gens qui scannent et qui vont profondément dans les êtres et dans les sensations et dans des choses qui sont viscérales à pouvoir en dire. Oui, oui, le monde a besoin des artistes et nous faisons partie de ça. Et aujourd'hui, heureusement, je pense que les 40 dernières années, la danse, cet art a pu avoir une sorte d'avancée, c'est-à-dire qu'on n'est plus un motif de décoration pour l'opéra, pour certains sujets, on ne fait plus de pas de danse. On a des réflexions, quand j'entends les artistes qui sont ici, ben je suis tout mouillé, quoi. Alors, Samuel, le monde... Oui, vas-y, mon grand. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu quand oui, mais à mon avis, tu as parlé déjà à Maurice. Tu as eu la... Je te garantis. Tu ne réponds pas, Maurice. Maurice, tu ne réponds pas. Tu réponds pas. Mais je pense qu'après, c'était très beau quand même, sa démarche, parce qu'il est venu par la suite, il m'a dit, écoute, tu viendras avec moi. Je partirai de la Belgique. Et moi, j'ai dit, oh là là, tu viendras avec la compagnie, tu quitteras l'école, tu ne feras pas les 2 ans, tu fais une année. Et je suis parti à Lausanne. Et à Lausanne, voilà qu'il m'a dit, OK, tu me regardes. Et après, il a inventé une histoire d'un concours de jeunes chorégraphes, Philippe Maurice. Et tu me permets de raconter cette histoire? C'est des anecdotes. T'es en train de piquer la place aux 2 camarades. Hein. Mais c'est très vite. Et alors, donc, évidemment, moi, je me suis inscrit et on devrait travailler un mois avec les danseurs de Maurice. Et c'était la 2e leçon, parce que Maurice ne le sait pas, moi je réponds, il fallait subir, simplement. Et donc, d'un coup, après, quand je suis là, j'ai m'inscrit, mais le jury dit, okay, comme il est dans la compagnie, et c'est pas bien, parce que les autres chorégraphes sont de l'étranger, et donc c'est mieux, il ne va pas participer. Donc, 5 ont été choisis du monde entier pour faire ce concours. À la fin, il y a un Américain qui craque, et il dit, je peux pas, je suis trop nerveux, je ne vais pas faire. Et Maurice vient me voir et dit, écoute, j'ai parlé au jury et c'est toi qui vas le faire. Je vais t'expliquer une chose. Un jour, Gérard Mortier, Huisman m'a appelé par téléphone. Il m'a dit, écoute Maurice, il faut lancer le ballet du XXe siècle. Il faut que tu fasses le Sacre du Printemps. Il faut que j'explique quand même 2 secondes. Huisman était un jeune directeur d'opéra qui s'est retrouvé à la fin des années 50 dirigeait une très vieille boutique qui était vraiment un opéra de seconde classe et qui s'appelait le Théâtre de la Monnaie, Opéra Royal de Bruxelles. Et Huisman s'est retrouvé avec une très mauvaise compagnie de danse, pas d'argent, très jeune et beaucoup d'idées. Et il avait repéré Maurice Béjart, parce que Maurice était en faillite. À l'époque, on est en 1955-56, hein. Il n'y a pas du tout de subvention pour la danse, ça n'existe pas. Et la compagnie qui s'appelait le Ballet de l'Étoile avait fait faillite. Maurice était un peu dépité
Et il avait donné quand même un spectacle qui avait été présenté, c'était un Orphée, qui avait été présenté par la RTBF. Pour un spectacle, à l'époque où on mettait des ballets, les télévisions produisaient des ballets pour les fêtes de fin d'année, vous imaginez, hein, oui, bon, bref. Passons. Il trouve que c'est formidable, et c'est pour ça qu'il l'appelle et lui dit « Oh bah écoute, tu viens ». Et du coup, il a créé le Sacre du Printemps. Oui, c'est une commande, mais vraiment, Absolument. il lui dit par téléphone, et il dit, voilà, tu as 1 mois pour le faire, le Sacre, et on va lancer le ballet du XXe siècle. Et Maurice vient vers moi pour la 2e fois, c'est l'histoire de la main, le monde a besoin de chorégraphe. Il m'a dit, voilà, tu es à Dimi, j'ai parlé avec les jurys, tu vas le faire et tu as 1 semaine pour me donner un nouveau scénario complètement différent et tu vas commencer de zéro, quoi. Et voilà, c'est Maurice. Moi, je ne pouvais pas répondre, je l'ai fait, j'ai gagné le concours. Énorme. Oui, non, Samuel, c'est pas la peine de monopoliser tous les... Bon, le monde a besoin de chorégraphes et Samuel a besoin de 2 micros. Samuel, le monde a besoin de chorégraphes? Oui. Pourquoi faire? Je suis d'accord. Pourquoi faire? Pour le cirque, non? Ben, c'est à ça que je veux t'emmener. Il me connaît, c'est pas possible. Vas-y. Bon, bah, tu fais les demandes et les réponses, vas-y. Non, vas-y, questionne-moi. Bah oui, pourquoi le cirque a besoin de chorégraphes? Alors, en fait, c'est un peu par hasard que je suis allé à cette proposition-là. C'était pas prévu dans la saison de faire une pièce avec des circassiens et notamment avec des sangleurs. Je connaissais pas du tout cette discipline et je me suis retrouvé au mois d'avril avec Fabienne Nonio, ma compagne, qui était regard extérieur sur un projet de cirque et qui m'a dit, écoute, il faut que tu rencontres ce sangleur qui est assez extraordinaire, qui est hallucinant, qui a un rapport avec son corps et un rapport avec cet agrès qui est assez étonnant. Donc je me suis déplacé, je l'ai rencontré et puis ça a de suite marché. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai découvert les sangles. Et je me suis dit quel moyen on peut avoir, nous chorégraphes, de chorégraphier en 3 dimensions ou dans un espace sans apesanteur. Et si on travaillait sur cette notion de poids qui soit complètement décodé, enlevé d'une réalité et travailler sur un rêve, sur un irréel. Donc voilà, c'était un petit peu l'enjeu de ce truc-là. Je me suis retrouvé avec lui en studio, ça a été très très vite. J'ai été voir Marc Fouillant à Circa, je lui ai dit écoute, voilà, j'ai rencontré un sangleur, j'aimerais bien faire un essai, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ensemble? Il m'a dit ok banco, on y va. Et on a fait une sortie de résidence au mois de septembre, en première partie de Zingaro, et on a fait cette pièce avec Fabienne Dogno, qui dansait chez Claude Brumachon, et puis Jonas Leclerc, tout juste sorti du CNAC. Voilà. Est-ce que tu connais Olivier Farge? Oui, de nom. Parce que tu vois, Olivier Farge, c'était à l'époque de Danse et Sport. Donc de mémoire, Amélie, c'est 88-89 Danse et Sport ou 87-88? 87-88, c'est ça. Donc, Danse et Sport, il y a Olivier Farge, il y a Rockin' Niken. Vous vous rappelez, Rockin' Niken, le creux poplité? Vous savez, cette pièce qu'on voit, qui se passe dans une salle de bain, mais que le spectateur regarde depuis le plafond. Parce qu'en fait, il danse totalement à la verticale. Et il y a eu tout un mouvement comme ça, où dans les années 80, oui, 80-90, où les chorégraphes ont essayé toutes ces techniques pour se débarrasser de la pesanteur. Quelle est la différence entre ces chorégraphes-là et puis des circassiens? Toi qui as fait l'expérience de l'intérieur, en quelque sorte. Moi, pour expliquer un petit peu l'enjeu de ce projet, c'était de surtout ne pas rentrer pour répondre à la question première que tu m'as posée tout à l'heure en début d'interview. L'enjeu, c'était de ne pas rentrer dans une construction de cirque, ni d'un projet, ni d'un spectacle de cirque, mais au contraire d'utiliser l'agrès comme un endroit à part entière du mouvement, comme quelque chose qui allait être vecteur de mouvement, et vecteur de mouvement dans l'espace. Donc l'idée, c'était de jouer avec cette chose-là et ne surtout pas lui donner une importance plus importante, enfin une place plus prépondérante en tout cas sur le projet, et pas en faire l'enjeu du projet. L'enjeu du projet, il est tout autre puisqu'il est au niveau de la rencontre entre 2 personnes. C'est comme si on faisait rencontrer, je ne sais pas, un merle avec une hirondelle. C'est comme si on faisait rencontrer un faucon avec un pinson.
Il va le bouffer, je te signale. C'est ça. Donc l'enjeu c'était ça, et c'était de mettre en exergue, ou en tout cas en lumière, deux corps qui ont travaillé, qui travaillent différemment à des âges différents. L'une à 42 ans, l'autre à 25 ans. Et l'idée c'était de se rencontrer autour de ça, de cette puissance-là. Quand on connaît Fabienne, on sait que tu la connais, elle est très physique, très puissante comme ça sur un plateau. On n'est pas danseuse chez Claude Brumachon, elle a dû faire au moins 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. 10 ans chez Brumachon, au moins, de mémoire. Ouais. On ne danse pas 10 ans chez Claude Brumachon sans avoir cette masse musculaire, une certaine puissance physique. Hein. Et donc, du coup, l'enjeu, c'était de mettre ces deux corps en mouvement, avec leurs atouts, leurs enjeux, sans pour autant mettre la sangle au cœur du projet, mais au contraire la mettre dans un endroit de dialogue avec la danse et avec le corps. Voilà. Tu auras envie de faire d'autres pièces de ce type, ou ça sera... Alors en fait, c'est parti. Oui. C'est parti même. Ah ouais, donc carrément. Ouais. Et vas-y, dis-nous. Ouais, non, là, je suis sur un... Mais si, allez, vas-y. Je peux, j'ai le droit. Ouais. Tu crois oui, j'ai pas encore fini tout, la prod, ni tout ça, rien n'est terminé. Mais bon, ça va. Alors, en fait, j'ai découvert un synopsis. Je ne sais pas si tu le connais, ce synopsis. Un synopsis d'un peintre, d'un plasticien plutôt, qui s'appelle Yves Klein, que tout le monde connaît. Oui. Tu vois ce synopsis ou pas? Bien sûr. Voilà. Et l'idée, ce synopsis n'a jamais été monté. Non, c'est Ballet Bleu. Le Ballet Bleu, ouais. Ballet monochrome. Oui, qui s'appelle exactement Guerre entre la ligne et la couleur. Et donc l'idée, c'est de réunir 3 sanglistes et 3 danseurs autour de ce projet-là. Je signale qu'il y a un livre qui est paru qui s'appelle Danser la peinture, dont l'auteur est un type assez emmerdant, mais dont le premier chapitre est consacré à Klein. Voilà. Donc je vois à peu près. Voilà. Puis l'idée de l'envol, l'idée du vol, l'idée de partir, l'idée de... Voilà. Donc on est sur ce projet-là. Et ce serait pour quand? Ce serait pour 17-18. Ah oui, donc un petit peu de temps pour le bosser, mais ça se précise, quoi. Voilà. Bon, Emmanuel, il faut des chorégraphes pour le monde? Ouais, comme il faut des bouchers, comme il faut des mécaniciens. Et à quoi ils servent? À quoi ils servent? Peut-être à ouvrir un peu la porte imaginaire des corps qui sont bien normalisés dans nos sociétés, peut-être. Peut-être ils servent simplement à faire rêver, peut-être ils servent à... Voilà. Peut-être simplement à répondre à Philippe Veriel de temps en temps quand il pose des questions. Oh, ça, c'est pas du tout nécessaire. En revanche, si tu reveux encore un peu de pinard, ça peut s'arranger. Pourquoi tu as choisi de venir avec 2 petites pièces? Comment t'es venue la composition de ce programme? Alors, question piège, parce que c'était pas franchement prévu pour être un programme. Il se trouve que le duo 1... est une pièce qui tourne déjà depuis 2-3 ans de façon assez large et on avait envie de la mettre un peu plus à vue, et donc Avignon était une bonne occasion et la proposition du Golovin était une bonne occasion pour ça. Et donc l'idée au départ était de rester avec simplement cette pièce-là, et puis je suis sur la création d'un solo, donc Résonance, qui a priori la version finale sortira en novembre à Tournefeuille, et donc je me suis dit je vais mettre en jeu une première version, un premier jet de Résonance, voilà. Et drôlement abouti pourtant pour un premier jet. Oui, tant mieux. Ça veut dire que le deuxième jet a encore de la place pour se développer. Tu racontes c'est assez curieux parce que ces deux pièces sont assez narratives sans rien raconter. Ça, tu vois, ça m'a fait penser à Cunningham qui disait « Mais pourquoi voudriez-vous que j'invente une histoire? Il suffit qu'il y ait 2 corps sur un plateau et il y a quelque chose qui se raconte. » Et là, tu nous soulignes un tout petit peu quand même, mais tu nous soulignes les histoires quand même. La première est d'une immense banalité, mais bon, elle touche chacun d'entre nous. Je t'aime, moi non plus, en gros. La seconde, c'est un peu plus compliqué. Tu pourrais nous dire... Alors la seconde, elle a c'est drôle parce que je rejoins d'une certaine façon, sans connaître le voyage que racontait Claudio tout à l'heure. Elle a une histoire dans la mesure où elle est un écho, et le mot résonance vient de là en partie, au premier solo que j'ai fait en 1993, qui s'appelait La trajectoire du fou,
qui était un solo qui m'avait été poussé de l'intérieur suite à une histoire familiale difficile, qui était sur l'exil de soi à travers le personnage d'un, on va dire, un SDF ou un clochard, quoi. Et j'ai eu envie, 20 ans après, un peu plus même, de remettre en jeu quelque chose qui soit plus de l'aspect du personnage, mais sans que forcément on ait quelque chose de très défini. Mais comment est-ce que l'écho de ces nombreuses années traversées, avec quelques solos et pas mal de pièces de groupe, pouvait encore nourrir non pas seulement ma danse, mais l'écho de la danse dans le corps qui prend de l'âge, on va dire ça comme ça. C'est amusant parce que tu vois, résonance, moi je l'ai entendu différemment, si j'ose dire. Il y a une chose qui m'a touché, c'est que, en particulier, c'est très sensible. Il y a un moment où c'est assez extraordinaire. Dans le premier tiers du solo, tu fais à court un tour, le mouvement se continue et il y a une sorte de résonance du mouvement qui annonce le mouvement suivant. Et chaque fois que tu danses, et c'est très sensible dans ta danse, et de plus en plus, chaque mouvement semble vibrer, annonce le suivant, mais c'est comme si on ne pouvait jamais saisir le moment entre les deux. Et j'ai pensé à, je ne sais pas si tu connais, voici sûrement, François Julien. Tu sais, c'est ce philosophe qui a énormément travaillé sur la culture chinoise. Ô combien. Et entre autres, un livre qui est fascinant, qui est L'éloge du fade. L'éloge de la fadeur. L'éloge de la fadeur. Et j'ai trouvé que c'était ça. C'est-à-dire que rien n'est souligné, tout rappelle, comme vous savez, les Chinois adorent ce moment où l'instrument de musique, la note est en train de disparaître. Cette vibration qui contient toutes les notes précédentes, qui va annoncer les suivantes qui peut-être reviendront. Et je trouve ça... Je dis n'importe quoi. Hein. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça dans ton travail. Ouais, tu ne l'évoques pas du tout, hein, ni dans les notes. Non, je ne l'évoque pas du tout, mais tu touches là quelque chose de très précis qui est la poursuite d'une recherche là sur le corps et sur le mouvement qui date d'il y a longtemps, puisqu'elle a été commencée en 1999. Laisse tomber. Et dans lequel ma pratique de l'improvisation, puisque c'est ça quand même qui est derrière, a ouvert petit à petit cet espace-là, qui est que le mouvement finalement ne se termine jamais, et il est tout le temps multiple. Et finalement, ce que tu dis là, c'est quelque chose que je sens exactement, c'est-à-dire qu'un mouvement et sur lequel j'ai envie de creuser, parce que c'est très intéressant dans ce que ça renvoie pour à la fois l'interprète, mais aussi pour le spectateur, de cette espèce d'endroit où c'est là et c'est pas là. D'une certaine façon, et c'est Julian Hamilton qui disait ça, le fait de prendre une décision révèle toutes celles qu'on n'a pas prises. Et je trouve ça assez intéressant dans le regard qu'on peut porter sur le mouvement. Non pas de regarder ce qu'il montre, mais de regarder ce qu'il révèle sans le montrer ou révèle par défaut. Et tu cites François Julien, qui est un des auteurs de chevet depuis 2-3 ans, qui je trouve est extrêmement pertinent dans cette découverte ou mise à vue de ce qu'il appelle les évidences les évidences impensées, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque culture, comme chaque personne, a des évidences en lui qu'il porte et qu'il ne remet pas en question forcément, puisqu'il est ça. Alors, François Julien, c'est un philosophe qui a la particularité d'être sinologue, de parler absolument couramment le chinois, et donc d'avoir tout un travail de réflexion philosophique qui s'appuie sur une sorte de dialogue en permanence entre la culture occidentale et la culture chinoise, et qui fait apparaître des choses comme celle-là, parce que c'est vrai que la notion de vibration, de transition ou de flux sont intimes à la culture chinoise et très différentes dans notre culture à nous. Je peux dire que, par exemple, je reviens de 3 mois en Corée,
Donc, ce n'est pas la Chine, mais c'est quand même un pays asiatique. Et je me suis confronté à cette question-là, de la traduction. Mon coréen est assez limité et l'anglais n'est pas vraiment une langue très courante là-bas. Et je me suis aperçu que déjà de transmettre une idée de français en anglais, pour moi qu'il a parlé, c'était déjà une dérive. Si je dis espace ou si je dis space, ce n'est pas exactement la même chose. Mais dans la traduction en coréen, c'est non seulement pas la même chose, mais vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que le concept lui-même n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on parle de façon évidente, comme l'intérieur et l'extérieur, pour nous, qui pour un coréen n'est pas traductible, n'est pas traduisible, pardon. C'est-à-dire que c'est un concept qui ne parle pas. Parce que c'est plutôt dans une globalité fluctuante que pour eux, ils envisagent et ils pratiquent le mouvement et le corps. Et donc cet endroit-là me paraît en tout cas très intéressant, dans le sens que finalement sur Terre, il y a des humanités. Et le travail de François Julien, j'aime beaucoup parce qu'il met en évidence deux humanités qui sont assez distinctes, parce qu'il dit qu'elles se sont rencontrées que très tardivement. C'est-à-dire l'évolution de la Chine s'est faite pendant très longtemps à part du monde occidental. Ou c'est plutôt le contraire. Ou c'est plutôt le contraire. Non, je ne sais pas, peut-être. Ben si, parce qu'en quantité, la Chine se suffisait à elle-même, elle n'avait pas besoin de l'Occident. C'est vrai. Et que du coup, il met en évidence quelque chose que nous, on prend comme étant une évidence parce qu'on fonctionne comme ça, mais qui sont une autre façon de voir le monde pour quelqu'un qui est de culture chinoise, probablement de culture africaine, probablement de culture inuite, pour dire quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, cet endroit-là, il est très précieux parce qu'il parle de quoi? Il parle de la différence et de la tolérance, tout simplement. Et que, voilà, au niveau du corps, on a certainement quelque chose. Et j'aime bien ce que dit Trisha Brown quand elle dit la démocratie corporelle, le corps comme un endroit de démocratie, c'est-à-dire toute partie a sa propre parole. Et dans le même sens, je pense qu'on a à retrouver pour nous cette capacité d'être relatif quant à nos évidences et à nos certitudes. Ben voilà. Et vous comprenez maintenant pourquoi le monde a besoin de chorégraphes. Merci Maurice. Merci Maurice. Bien, je redonne un tout petit peu. Donc, Bintou, Strat, c'est Strat Quartet ou c'est Strat le titre exact? Strat Quartet. Donc, 10 heures tous les jours pairs au Golovin. 10h45, merci. 10h45 tous les jours pairs au Golovin. Narcose, il y a encore pour combien de dates? Il y a encore demain. 10 heures à la parenthèse. Duo 1 et résonance, 12h30 au Golovin. Je préfère que ce soit toi qui le dises, parce que tu le dis. Sauvinch. C'est tellement beau. C'est super beau. Moi, si je dis Sauvin, aucun intérêt. Vas-y, recommence. Vas-y. Sauvinch aos Invernal. Voilà. Meio-dia, todo dia. Voilà. Ou amanhã é feriado e só depois, então. Superbe, non? Et puis, Samuel, 12h10, à l'île aux Piaux. Donc, pour aller à l'île aux Piaux, vous savez que vous avez une navette qui traverse le Rhône. Et en fait, c'est pas si long que ça. Ça a l'air un peu loin, mais on arrive à se débrouiller. Nous, on se retrouve le 17. J'ai mon petit papier. Merci Virginie. Je voulais remercier Virginie Pradal. Lève-toi et marche. Lève-toi. Voilà. Merci Virginie qui m'aide à organiser ces rencontres. Donc, la prochaine, le 17, attention mesdames et messieurs, changement d'horaire, 11h30, 13h. Alors, on confirmé, tu me dis si je me trompe. Hein. Ali Charour, donc c'est chorégraphe libanais qui travaille, qui donne sa pièce dans le IN. Sol Picot, chorégraphe catalane qui donne sa pièce aux Hivernales. Billy Dance, alors je ne prononcerai son nom que sous la torture, qui est donc le chorégraphe taïwanais qui donne sa pièce aux Hivernales aussi. Antoine Le Ménestrel, petit bijou de rien du tout, qui tient sur une... Alors Antoine Le Ménestrel, c'est quand même le chorégraphe qui coûte le moins cher en théâtre en France.
puisqu'ils dansent sur les façades des maisons. Et là, c'est à l'école du spectateur, si vous pouvez aller voir ça. C'est un bijou, ça s'appelle La Bourse sous la vie. Et où il se prend pour la Statue de la Liberté, accroché à la fenêtre du premier étage, en brûlant des billets de 500 €. Je vous garantis que tout ce que je viens de dire est vrai, ou pas. Et puis, Carmela Acuyo, qui donne Soif au festival Villeneuve-en-Seine, donc de l'autre côté. Voilà, je vous retrouverai un vin différent pour le 17. En attendant, merci à tous. Et puis, si vous voulez partager la cuvée des Molières du domaine Saint-Étienne, restez avec nous, il y a des verres et il y a des bouteilles. Merci.